Les débats avec vous aujourd'hui, avec Yves Damécourt, bonjour, porte-parole du mouvement de la ruralité. Raphaël Amsalem, bonjour et bienvenue. C'est la première fois que nous vous accueillons, on est ravis. Vous êtes analyste politique. Alex Darmon, journaliste politique. Bonjour. Votre chaîne sur YouTube, Les Indécis, est une chaîne de débat politique. Et Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Bonjour à vous également. Valérie Pécresse refuse le don de Nicolas Sarkozy. Ça vous fait déjà rire tous. Jean-Luc Mélenchon, meilleur opposant que Marine Le Pen au président Emmanuel Macron. C'est un sondage que nous allons commenter. Et puis après l'accord avec LFI, des dissidences à venir. Tous ces sujets avec vous, évidemment. Notre tour de table avec vous. Et commençons avec vous, Raphaël Amsalem. Coup de gueule, pardon. Vous revenez sur les propositions d'Aymeric Caron. Alors peut-être qu'on peut... on peut écouter. Donc vous voulez instaurer un permis de voter. Le citoyen inculte et irresponsable n'aura plus voix au chapitre. C'est une drôle de démocratie, ça, quand même. Qui décide, qui est assez cultivé et responsable pour avoir le droit de voter? La société, exactement comme notre société aujourd'hui décide de qui peut être médecin, qui peut être avocat. C'est-à-dire que nous avons nous-mêmes créé des instances qui, avec des sages, avec les plus avisés des personnes de chacun de ces domaines, pour ensuite donner des diplômes aux uns et aux autres. De la même manière, c'est la société qui décide qui peut conduire une voiture. Voilà, et la réponse hier, il était reçu parce que cette vidéo date de 2017. Écoutez ce qu'il répondait hier au micro de Patrick Roger dans la matinale de Sud Radio. Je vais être très clair, ce n'est pas du tout une mesure que je porte dans le cadre de l'alliance que j'ai rejointe. Cette mesure, effectivement, dont on parle depuis hier, parce que depuis l'annonce de ma candidature, certains adversaires ont extirpé un petit bout d'une vidéo, d'une interview que j'ai donnée il y a 5 ans, pour faire croire que ce que je disais il y a 5 ans serait la présentation de mon programme d'aujourd'hui. Pas du tout. Et cette proposition de permis de voter, en réalité, ça n'était jamais que le constat que ce permis de voter, il existe déjà. Vous savez. C'est-à-dire c'est la majorité. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Il est aujourd'hui à l'œuvre. Simplement, il y a un seul critère qui le détermine, c'est l'âge. Le permis de voter, je le répète, est aujourd'hui en action. Ce que je disais simplement, c'est que le critère était trop limitatif et qu'il faudrait un jour revoir ces critères. Je ne disais absolument rien d'autre. Rien d'autre, oui, non, effectivement. Alors, racontez-nous ce qui a retenu votre attention. Non, d'abord, ce qu'il faut noter, c'est que M. Caron dit qu'il ne porte pas la mesure politiquement, mais il l'assume sur le fond, puisqu'il avait fait un tweet, notamment en 2020, dans lequel il disait qu'il assumait la proposition, et c'est tout à fait normal, il l'a écrit dans un de ses livres. Ce qui me choque, c'est en fait la justification qu'il donne à cette mesure. Je voudrais juste prendre 2 secondes la citation qu'il nous dit, c'est « Le citoyen inculte et irresponsable n'aura plus voix au chapitre », et à la question qui décide, la société. Et je trouve que M. Caron, en fait, à travers sa proposition, il incarne cette maxime très connue qu'au fond, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je crois que M. Caron n'a pas tiré des leçons politiques, notamment des régimes politiques du XXe siècle, les totalitarismes du XXe siècle. Parce qu'en fait, il n'existe pas, c'est en tout cas l'expérience qu'on a eue, il n'existe pas de société en soi. Il existe une administration qui représente la société. Et c'est une distinction qui est très importante. Parce que l'administration a sa propre logique, ses propres intérêts, sa propre dynamique. Et donc, en ce sens, elle peut agir contre la société, bien qu'elle se revendique le plus souvent d'agir en son nom. Et je trouve que perpétuer cette confusion entre les deux, entre d'une part la société et l'administration qui la représente, c'est extrêmement critiquable, et ça l'est d'autant plus que alors, il y a beaucoup d'auteurs qui ont pointé justement cette dichotomie qui est très importante. On la trouve d'ailleurs dans la Bible hébraïque, déjà, avec le discours du prophète Samuel. On la trouve chez les auteurs du libéralisme politique. Mais on les trouve aussi chez des auteurs au sein de la gauche. On la trouve chez Marx, on la trouve chez Lévinas. Et donc, en conclusion, je dirais que le collectivisme, qui est l'idéologie portée par M. Caron, elle a toujours échoué, elle continuera à échouer pour 2 raisons. D'une part, c'est son excès d'optimisme envers les vertus de l'administration. On le voit bien ici, dans cette croyance que l'administration pourrait avoir les bons critères pour déterminer un permis de vote. Et puis, deuxième point, de subordonner de façon totalement disproportionnée l'ensemble des droits
individuelle à une forme mythique d'intérêt général. Ouais, mais c'est dramatique. Alex Darmon. C'est dramatique parce qu'en fait, il y a deux choses. D'abord, il fait de la politique, et il s'est bien adapté à son nouveau rôle. Il est candidat à l'élection législative, donc il a compris comment fallait faire. Maintenant, il revient. Maintenant, c'était il y a 5 ans. Enfin, il a quel âge il y a 5 ans? Il n'avait pas 20 ans. Il n'avait pas 18 ans, 17 ans. Il savait ce qu'il racontait. La deuxième chose, c'est que quand vous enlevez des droits civiques, généralement, quand vous donnez un permis de quelque chose à quelqu'un, qu'est-ce qui paye toujours? Ce sont les pauvres. Bien toujours. Sûr. Quoi qu'il arrive. Et c'est quelqu'un de gauche qui nous dit ça, qui nous dit qu'il faut mettre un permis de voter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme vient très bien de dire Raphaël, c'est la société qui va choisir les gens qui vont avoir le droit de voter. Et tout le temps dans les sociétés, ça a été comme ça. C'est les plus démunis, c'est les moins favorisés qui payent à la fin et qui ne voteront plus. Alors qu'il vient de gauche, qui se présente pour un parti qui se dit de gauche, en tout cas la France Insoumise. C'est vraiment incroyable. On a eu ça aux États-Unis. Ouais. Michel. Non, monsieur Émeric Caron, il y a un mépris, je trouve, des citoyens et du peuple, en fait, qui est terrible, quoi. Je trouve c'est absolument méprisant. C'est un intellectuel égaré en politique, et à mon avis, il va un pseudo-intellectuel, enfin, un intellectuel à la française. Oui, c'est-à-dire comme beaucoup d'intellectuels complètement déconnectés des réalités et de la relation entre les idées et le monde réel. Après là, on en rigole, mais encore une fois, on n'en rigole pas parce que on en rigole amer et grave, mais il y a quand même dans certaines propositions de cette coalition qui est en train de se monter des idées complètement folles, quoi. Le désarmement des policiers, qui est un des objectifs vraiment majeurs de la France insoumise. Ça va créer des drames dans la gestion de l'ordre public, et là, on rigole vraiment plus du tout. C'est-à-dire que ça va avoir des conséquences pratiques. Voilà, donc si vous voulez, c'est une chose de monter une coalition, mais je trouve que des Émeric Caron, en fait, il y en a beaucoup. Je veux dire, c'est ça que je veux dire. Il y a beaucoup d'Émeric Caron, et d'idées farfelues, voire extrêmement dangereuses et totalitaires, parmi ceux qui sont en train de dessiner une nouvelle majorité à gauche. Raymond Aron, déjà à son époque, il combattait justement cette gauche-là qui avait des idées qui, sans le vouloir, en mésestimant les propres conséquences de leur pensée, étaient en fait alliés quelque part des régimes autoritaires. Oui. Yves Damécourt. Oui, je voudrais dire plusieurs choses. La première, c'est que Émeric Caron est en train de réinventer le suffrage censitaire, donc c'est quand même très curieux venant de ce côté-là de l'échiquier politique. La deuxième chose, c'est que cette pensée-là, elle existe, notamment à gauche. Moi, j'avais été une fois aux prises avec une militante socialiste de ma commune de Sauveterre de Guyenne, qui, apprenant qu'un couple de gens très modestes allait voter pour moi et pas pour le candidat socialiste, m'avait dit « mais de toute façon, ces gens-là ne devraient pas avoir le droit de voter ». Et donc j'avais été très surpris de cette assertion. Et puis la dernière chose que je voudrais dire, parce que depuis hier ou avant-hier, il y a un certain nombre de personnalités de gauche qui disent « oui, mais c'était 2017 »,« oui, mais c'était à propos de son livre Utopia », et donc il faut remettre ça dans le contexte. Les mêmes, il y a quelques mois, lorsqu'un candidat à l'élection présidentielle était sur les plateaux et qu'on allait lui rechercher les livres qu'il avait écrits il y a 10 ans ou il y a 15 ans sur la place de la femme de la société ou sur la Deuxième Guerre mondiale, là, si vous voulez, il fallait qu'il porte l'ensemble de ses écrits au moment de l'élection présidentielle. Donc oui, un homme, il n'est pas divisible. Le Émeric Caron d'il y a 5 ans, c'est le même qu'aujourd'hui. Et il y a 5 ans, il proposait à la fois d'enlever le droit de vote à un certain nombre de personnes et de le donner aux animaux. Donc, si vous voulez, c'est quand même un drôle de projet de société. Alors que justement, depuis quelques mois, et peut-être que les gens ne le savent pas, on a donné le droit de vote aux personnes qui étaient sous tutelle et sous curatelle, qui n'avaient pas le droit de vote jusqu'ici. Et donc, on a élargi le droit de vote. Allez, on marque une pause, c'est l'heure du journal et on se retrouve tout de suite après sur Sud Radio. Les débats avec vous sur Sud Radio avec Yves Damécourt, porte-parole du mouvement de la ruralité, Raphaël Amsalem, analyste politique, Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve sur YouTube avec votre chaîne de débats politiques Les Indécis, et Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Jean-Luc Mélenchon, meilleur opposant que Marine Le Pen au président Emmanuel Macron dans le cadre des législatives. C'est un sondage, on va en reparler. Cet accord également avec LFI, PS, PCF, Europe Écologie Les Verts, faut-il craindre des dissidences? Certains vont refuser cet accord. Et puis Valérie Pécresse qui refuse le don de Nicolas Sarkozy. Tous ces sujets avec vous. On continue notre tour de table. Alex Darmon, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur, ça change un petit peu. Oui, ça change. Un coup de cœur pour la foire de Paris.
partage. Je trouve ça formidable, moi, la Foire de Paris. C'est un peu comme le salon de l'agriculture, vous savez. La France se retrouve à un moment donné pour échanger sur les produits, sur les meilleures innovations, les meilleures créations. Et puis ça rappelle un peu la vie d'avant, le monde d'avant. Donc voilà, c'est un vrai coup de cœur pour cette Foire de Paris où des milliers de créateurs, d'innovateurs viennent présenter leurs produits. Moi, j'en retiens un parce que je me suis baladé dans cette Foire de Paris et parce que je fais attention à ce que je mange. C'est une société bretonne qui a créé, ça s'appelle Zalg. En fait, ils cuisinent les algues, en fait, et ils les accompagnent. C'est un accompagnateur de produits et de plats. Et elle a gagné un prix. Alors, ils m'ont expliqué, c'était hyper intéressant. Ils ont gagné un prix d'innovation start-up et ils ont eu le droit de venir à la Foire de Paris pour présenter leurs produits et faire découvrir que les algues, ça se mange et que c'est bon pour la santé. Et ils font des cours de cuisine avec, j'en ai fait un, donc c'est pour ça que je vous le dis. Ils font des cours de cuisine. Mais il y a plein de choses. Sur la Foire de Paris, je vous engage vraiment à aller à la Foire de Paris et aller voir cette entreprise algues et aller cuisiner avec eux. C'est super sympa et c'est un bon moment en famille. J'avais interviewé la semaine dernière Steven Abajoli, qui est le directeur de cette 116e Foire de Paris. Vous pouvez retrouver l'interview sur YouTube et c'est vrai que c'est formidable et l'agriculture aussi est mise à l'honneur dans ces pavillons, Yves Damécourt. Oui, c'est formidable. Toutes les occasions pour permettre aux agriculteurs d'être en contact avec les consommateurs sont bonnes parce qu'en fait, on souffre aujourd'hui de trop d'intermédiaires entre les deux. Absolument. Et des intermédiaires qui, en plus de ça, prélèvent des marges somptuaires. On va en parler avec vous dans un instant. Je voulais que Michel fasse son coup de cœur avant. Oui, c'est pas vraiment un coup de cœur, c'est plus un hommage en fait aux victimes de l'accident, je sais pas, la catastrophe de Furiani il y a 30 ans jour pour jour. Donc 19 morts, des centaines de blessés, mais aussi j'aimerais me faire le relais de cette incompréhension que ressentent beaucoup de Corses qui pendant presque 30 ans se sont battus pour que le foot français rende hommage aux victimes justement de Furiani. Il a fallu attendre 2021, c'est-à-dire vraiment 29 ans, pour qu'une loi soit passée au Parlement pour qu'il n'y ait aucun match le 5 mai de chaque année en hommage aux victimes de Furiani. Alors ce soir, paradoxalement, il y a un match puisque Marseille joue contre Feyenoord en demi-finale de la Coupe d'Europe, une des Coupes d'Europe, alors je sais plus, la Coupe d'Europe conférence ou je sais pas quoi, voilà. Et après négociation, ça a été très très difficile. Plusieurs dirigeants français avaient demandé le report de ce match. Bon, finalement, le match a lieu le 5 mai, mais les joueurs de Marseille auront un bandeau noir, un brassard noir. Mais ce que je voulais vraiment dire, c'est qu'il y a un ressentiment corse qui est très fort de se dire la reconnaissance de notre souffrance, de nos problèmes, met souvent des années à être reconnue, et notamment dans la jeunesse corse, ça joue un rôle très important dans une montée d'une forme de radicalisation vis-à-vis de Paris, qui est une réalité. Je pourrais citer aussi le 13 février 2016, où il y a eu des échauffourées très dures dans le match Reims-Bastia, avec des violences, un jeune supporter corse qui a perdu un œil, et il y a des procès qui sont toujours en cours. Il y a eu une non-reconnaissance de la part de Paris qu'il y avait là eu des dysfonctionnements dans le système de sécurité de la police. Et donc tout ça a fait des petites graines qui ont nourri un sentiment. Il y a partout. Quand vous voyez à Paris ce qui s'est passé, l'incendie où les gens ne sont toujours pas indemnisés. Non, mais je veux dire, tout le monde ressent de l'injustice sur des condamnations, sur des incidents, sur des événements sur lesquels il n'y a pas eu de jugement. Mais parfois, ça a des conséquences politiques. Oui, bien sûr. Mais ça, on a aujourd'hui aussi sur la société. Bien sûr, mais je pense que c'est important d'en prendre la mesure et qu'il a fallu 29 ans pour avoir juste une loi très symbolique pour rendre hommage. Parce qu'en fait, le foot français freinait des cas de fer. Il a fallu passer par une loi au Parlement pour obtenir cette commémoration. Voilà, c'est ce que je voulais souligner. Non, mais je peux commenter dans ce que dit Michel, effectivement. Non, mais vous avez raison. C'est un ressentiment pour les Corses. Après, les Corses, c'est vrai qu'on l'a vu d'ailleurs récemment avec l'assassinat de M. Colonna. C'est vrai qu'il n'en faut pas beaucoup et ce qui est normal, enfin pas beaucoup, c'est beaucoup, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai qu'il en faut pas beaucoup pour pouvoir allumer la mèche, et ils ont beaucoup de revendications, et c'est vrai qu'on les laisse un peu trop de côté. On s'en occupe que quand ça explose, et c'est là le drame. Et le aux Antilles aussi, c'est ce ressentiment qui est ressenti dans ces territoires parfois. Alors Yves Damécourt, c'est un coup de gueule que vous vouliez partager avec nous et que je partage. Oui, parce qu'en fait aujourd'hui on parle beaucoup de l'évolution des prix de l'alimentation,
Et on se retourne souvent vers les agriculteurs en disant, ben voilà, le prix de la viande augmente, le prix du blé augmente, le prix, etc., etc. En fait, en 2010 avait été créé en France l'Observatoire des coûts et des marges, qui est présidé par Philippe Chalmin, qui est un universitaire. Et cet observatoire, chaque année, remet un rapport à l'Assemblée nationale. Et cet observatoire, chaque année, explique que les rayons boucherie de la grande distribution sont déficitaires et fonctionnent à marge négative. Alors, tout le monde rigole de ça, parce que quand on regarde l'écart qu'il y a entre le prix payé aux producteurs et le prix de vente aux consommateurs, en fait, il n'a jamais été aussi grand que depuis 20 ans. Et donc, je m'appuie pour ça sur les travaux de Olivier Mével, qui est universitaire, professeur à Brest et qui a repris tous les travaux de l'Observatoire. Depuis 50 ans, l'alimentation est quasiment à coût constant. Et dans le prix de l'alimentation, la part versée aux agriculteurs a été divisée par 2. Ouais. Et donc aujourd'hui, notre agriculture s'appauvrit. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Dans cet observatoire, on prend en compte toutes les données que donne la grande distribution. Alors, la location des magasins. Vous savez que la grande distribution aujourd'hui est organisée avec des sociétés immobilières qui louent très cher les murs aux exploitants des magasins. Et donc, ce loyer qui, en fait, permet aux propriétaires de tout ça de constituer des fortunes assez importantes immobilières, est pris comme une charge du rayon boucherie. On prend en compte tous les salaires des cadres, etc. Oui. C'est un peu comme McKinsey, qui ne paye pas d'impôts en France parce que la totalité, il paye un loyer énorme qui, lui, est versé directement au siège social au Delaware. Ouais. Et donc, en fait, on se moque un peu de nous, quoi. On se moque de nous, on se moque du consommateur, on se moque des agriculteurs. Ouais. Et il est urgent qu'on ait dans notre pays une vraie organisation qui permette aux agriculteurs de se défendre face à la grande distribution qui finalement est constituée de 5 enseignes et fait la pluie et le beau temps. Et plus on rajoute des lois, moins on arrive au résultat escompté. Oui, je suis tombée sur cet article grâce à vous hier, vous l'avez retweeté. Le monde agricole n'a pas supporté le train de vie du distributeur. C'est ce que dit Olivier Mervel. Et surtout, il n'y a pas eu de revalorisation. Il manque aujourd'hui 30 ans d'inflation dans les prix payés aux agriculteurs. Mais est-ce que ce serait soutenable ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce qu'il y a eu la loi Egalim qui normalement devait lisser tout ça. En fait, la loi Egalim, elle a créé une espèce d'usine à gaz. Egalim 1 n'a pas fonctionné puisque quelques mois, 1 an ou 2 après, on s'est aperçu qu'elle n'avait pas fonctionné. D'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement a créé Egalim 2. Et Egalim 2 a mis en place des indices avec l'objectif, le principe d'Egalim 2, c'est de garantir à l'agriculteur que le prix de la part agricole d'un produit sera maintenu, voire augmenté. Dans les faits, ça ne marche pas. Et donc, on a créé encore une nouvelle usine à gaz. Ouais. Donc là, maintenant, on rentre dans une phase d'inflation, donc ça va être très compliqué, parce qu'on peut difficilement augmenter le prix payé à l'agriculteur avec un prix final qui, lui, augmente. Alors, il faut faire la part des choses, parce que dans l'inflation constatée aujourd'hui, il y a quand même la part de l'inflation sur les produits pétroliers qui vient beaucoup augmenter l'inflation globale. L'inflation. Michel, vous vouliez poser une question ? Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites, mais les 5 grandes marques qui font la pluie et le beau temps, comme vous le disiez, voilà, pour moi, ce n'est que le reflet de dans l'économie, et notamment l'économie de l'agriculture, de ce jacobinisme très français, une hypercentralisation de tous les grands marchés, qui est beaucoup plus important. On le voit dans les médias, on le voit dans plein d'autres secteurs de la société. On est dans un pays hyper centralisé dans tous les grands secteurs de la vie et en fait nous tous nous en payons le prix tous les jours parce que ce soit les petits producteurs, les consommateurs, on est prisonniers de systèmes extrêmement concentrés et beaucoup plus concentrés qu'ils ne le sont dans les pays voisins. C'est vraiment une particularité française. Et moi je suis vraiment partisan d'un grand bousculement et basculement dans tous ces systèmes parce que ça va malheureusement continuer sinon. Il faudrait ajouter à ça qu'aujourd'hui l'agriculture française est mise en concurrence avec les agriculteurs européens, les agricultures de l'Europe et du monde. Et aujourd'hui, la France importe 60% des fruits qu'elle consomme, 40% des légumes, 50% de la viande blanche, 25% de la viande rouge. Il y a quelques jours, le ministre de l'Agriculture a pris un décret pour interdire l'importation des viandes aux antibiotiques de croissance. Il faut savoir que l'utilisation des antibiotiques de croissance est interdite en Europe depuis 2006. Oui, c'est ce que j'allais vous dire.
que les Français, les Européens, les agriculteurs sont concurrencés par des lois qu'ils n'ont pas le droit de produire chez eux. Et donc c'est normal qu'on n'ait pas le droit de les produire. Mais quand on devrait avoir une loi de principe, c'est-à-dire qu'une interdiction d'usage s'accompagne d'une interdiction d'importation. On ne peut pas en permanence mettre en concurrence une agriculture vertueuse, comme l'est l'agriculture française dans la plupart des cas, avec des agricultures qui ne sont pas vertueuses, dont on ne veut pas et dont on importe les produits pour concurrencer les produits français. Allez, petite pause de pub, on se retrouve dans un instant. Valérie Pécresse qui refuse le don de Nicolas Sarkozy, Jean-Luc Mélenchon, meilleur opposant que Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio avec Yves Damécourt, Raphaël Amsalem, Alex Darmon et Michel Taube. Bon, c'est un petit sujet, mais néanmoins qui mérite d'être commenté. Valérie Pécresse a refusé le chèque de Nicolas Sarkozy. L'ancien président Nicolas Sarkozy a fait un don il y a 10 jours, un don à 4 chiffres pour l'aider à rembourser sa dette de 5 millions d'euros. Vous savez qu'elle n'a pas franchi cette barre des 5%. Eh bien, elle a décidé de faire recréditer ce don sur le compte de l'ancien président. C'est une femme d'honneur, a glissé un de ses proches, et Valérie Pécresse a estimé que Sarkozy avait saboté sa campagne. C'est vrai qu'il ne s'est pas retenu pour faire des petites phrases assassines. C'est quand même assez étonnant. Non, c'est étonnant. Vous êtes, oui, Michel. Non, je pense que honnêtement, c'est courageux financièrement qu'elle ait refusé ce don, parce que si j'ai bien compris, il lui manque 3 millions. Là. Voilà, la moitié. Oui, mais ça va pas inciter, à mon avis, ça va inciter beaucoup de personnes qui peut-être envisageaient de faire un don, de peut-être ne pas le faire. Mais ensuite, il y a une chose, s'il y a une personne qui est quand même très responsable politiquement après Valérie Pécresse, de son échec cuisant, c'est quand même Nicolas Sarkozy, parce que son non-soutien et plus son soutien, son non-soutien à Valérie Pécresse, ça a été un coup de poignard dans le dos. Honnêtement, je pense qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il s'abstienne autant de la soutenir. Et donc voilà, manifestement, elle en a gardé un orgueil mal placé, mais politique, très politique. Je suis pas autant convaincu que le non-soutien de Nicolas Sarkozy ait pesé autant dans le choix électoral, parce qu'on n'est plus dans l'architecture électorale dans lesquelles les chefs de parti donnaient des consignes de vote, puis les gens suivaient. La réalité, c'est que Madame Pécresse, elle n'a pas réussi à imprimer dans le débat politique. Et puis c'est surtout l'échec des grands partis traditionnels à opposer autre chose à Macron que des différences programmatiques, c'est-à-dire un petit peu plus de sécurité par-ci, un peu moins de dépenses publiques par-là, et d'opposer une véritable vision de fond. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup joué dans l'échec de Madame Pécresse, c'est qu'elle n'avait pas de vision de fond qui se démarquait, en plus de ne pas être capable de se départir entre les différentes lignes qui se sont opposées à la primaire. Et donc, au fond, je pense que c'est la démonstration que la droite ne pense plus, elle ne vit que de Twitter et des petites phrases. Et il serait temps que, pour se reconstruire, si ce n'est pas salutaire qu'elle ne disparaisse pas, pour se reconstruire, il faudrait qu'elle ait un véritable pôle intellectuel, une doctrine qui puisse la porter. Et je pense qu'entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, il serait peut-être temps que la droite revienne à des véritables racines libérales, qu'elle puisse les assumer. Ouais. Non, mais moi j'entends ce qui est dit, mais d'abord il y a deux choses. Moi je trouve ça assez amusant, le fait qu'elle refuse et qu'elle le dise derrière. Enfin, franchement, si elle la regarde, ça regarde Nicolas Sarkozy, c'est recrédité sur son compte. Bon, c'est un coup de com', voilà, c'est pas autre chose. Ouais. Donc effectivement, je suis d'accord avec Michel quand il dit que ça va peut-être pas inciter des gens à donner, mais ça va en inciter d'autres à donner, c'est certain. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, moi je suis pas d'accord sur le fait que Nicolas Sarkozy n'a pas plombé sa campagne. Si, complètement. Il a plombé sa campagne pour deux raisons. D'abord parce que c'est Nicolas Sarkozy et que c'est le chef de la droite, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et deuxièmement, quand vous avez Nicolas Sarkozy, il était. Non mais ça reste le chef dans l'ombre depuis 10 ans. Ça reste le vrai chef de la droite. Bien sûr. Voilà. Et puis quand vous êtes Nicolas Sarkozy, et que vous ne dites rien, vous avez Éric Woerth qui part, vous avez François Baroin qui ne fait pas campagne, vous avez tous les autres autour qui gravitent, qui ne disent rien non plus, qui ne participent pas. Donc forcément, ça fisse sur la droite. Et je suis désolé, mais on peut faire tous les reproches du monde à Valérie Pécresse. Oui, elle est pas bonne en meeting, elle avait pas de programme, tout ce qu'on veut. N'empêche qu'elle a tenu bon, elle a été jusqu'au bout de cette campagne. Et moi, j'ai limite un petit peu de peine pour elle aujourd'hui, parce que je me dis qu'elle s'est engagée, qu'elle y a été à fond, qu'elle y a été, comme disent certains, à caution personnelle, et qu'elle là aujourd'hui, elle se retrouve à devoir rembourser une dette
avec des mecs des anciens présidents de la République qui viennent la narguer en lui disant tiens je te fais un don et je t'aide à rembourser ta dette. Elle en 2012 au moment du Sarcoton, c'était la première à aller devant toutes les caméras et à dire il faut renflouer les dettes du parti, il faut rendre et tout. Je me rappelle très bien, c'était la première à le faire. Aujourd'hui, elle est un peu seule au monde, Valérie Pécresse. Ouais, Camille nous dit, elle a raison de dire, monsieur, de ce genre d'attitude ignorante et méprisante, puis après, je te donne de l'argent, c'est pas terrible. Et Irina dit, mais un entrepreneur qui met de l'argent dans une entreprise et qui se casse la figure, les patrons font pas la quête pour demander à ce qu'on les aide. Et c'est vrai qu'elle ne pouvait pas imaginer qu'elle ferait moins de 5%. Oui, mais dans une entreprise, il y a des investisseurs. Là, en l'occurrence, elle est caution personnelle, c'est son argent. C'est-à-dire que ça, c'est quand même aussi quelque chose sur lequel il faut qu'on revienne. Comment ça se fait qu'un parti comme les LR, qui était au pouvoir il y a 10 ans, 2012. Comment ça se fait qu'il laisse aller une candidate en caution personnelle sur une campagne présidentielle? Ce que disait hier Alexandre Malafaille, c'est une information qu'il nous a donnée, c'est que le parti aurait refusé de lui donner cet argent. Donc, vous vous rendez compte? Même à gauche, où Hidalgo fait 1,75%, ils n'ont pas refusé. Voilà. Donc il y a un problème dans ce parti de droite, il y a un problème chez les LR. Et redessiner la droite, c'est encore un autre sujet pour moi, entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Enfin, il y a quand même Marine Le Pen qui est quand même devant Éric Zemmour et qui, à mon avis, a envie de redessiner la droite, je pense. Yves Damécourt. Moi, je pense que le système des partis aura fini par tuer la démocratie. Et il est urgent qu'on remette ce sujet sur le tapis pour voir comment est-ce qu'on s'organise. Vous savez combien distribue l'État aux partis politiques chaque année? Non. 62 millions d'euros. 62 millions d'euros chaque année, pendant 5 ans. Et on est arrivé à une élection présidentielle où on avait des partis qui n'avaient pas de projet, pas de personne pour incarner leur projet. Et donc, voilà, c'est de l'argent qui est aujourd'hui gaspillé et ils n'avaient même pas d'argent de réserve pour pouvoir financer les campagnes. Enfin, c'est quand même hallucinant. Donc, c'est vrai que quand quelqu'un est candidat à une élection, que ce soit une élection municipale, législative ou présidentielle, c'est lui qui signe tous les documents et c'est lui qui est en charge du compte de campagne. Rappelez-vous que Nicolas Sarkozy, quand son compte de campagne avait été refusé il y a quelques années, avait dû faire le Sarcoton pour faire rentrer de l'argent pour payer la campagne. Donc c'est une responsabilité individuelle. Mais après ça, il peut y avoir des participations des partis politiques. Moi, je ne comprends pas, avec l'argent qui est versé aux partis politiques, qu'il n'y ait pas des sommes nécessaires pour faire campagne. À côté de ça, on a un Jean Lassalle qui, lui, s'est contenté des 800 000 euros, je crois qu'il a dépassé de 15 000 euros, qui lui étaient donnés suite à ses 500 signatures, qui a fait une campagne modeste, mais somme toute, quand on compare son budget au nombre de voix recueillies, a un résultat bien supérieur aux partis politiques. Quand on fait le ratio, effectivement, mais je ne sais pas si c'est comme ça qu'on calcule. Parlons de ce sondage aux yeux des Français, donc Jean-Luc Mélenchon incarne le mieux l'opposition devant Marine Le Pen. 37% des Français le pensent, 33% pour Marine Le Pen. C'est un sondage élable. Les sympathisants LREM et alliés, donc soit Modem, Horizon et Agir, estiment quant à eux que c'est Jean-Luc Mélenchon et l'Union de la gauche, 52%, qui incarne le mieux l'opposition devant Marine Le Pen, donc qui est à 18% selon ce sondage. Mais c'est vrai que tous les gens qui ont été interrogés sont assez frileux par rapport au résultat des législatives et ils sont à peu près 40% à ne pas savoir qui va sortir vainqueur, qui aura le plus de députés. L'alliance à gauche laisse assez sceptique. On a vu ce matin donc François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Le Foll et Cazeneuve qui dénoncent cet accord ce matin. Mais c'est vrai que les sympathisants de gauche estiment que les idées et les programmes défendus par les partis de gauche et écologistes ont davantage de points communs que de différences. Ça, c'est certain. Michel. Il est certain qu'entre la branche Sandrine Rousseau et le patron des Verts, excusez-moi, j'ai un trou. Julien Bayou qui ont véritablement pris le pouvoir au lendemain de la défaite de Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, il y a beaucoup de proximité idéologique. En fait, Julien Bayou, qui est le cofondateur du collectif Jeudi Noir, qui occupait illégalement des immeubles et des espaces de propriété privée, se sent beaucoup plus proche des Insoumis que d'un pseudo-libéral ou un peu libéral Yannick Jadot. Donc les Verts d'aujourd'hui sont ce que je dis là, c'est la gauche pastèque, c'est-à-dire verts à l'extérieur. On peut le dire pour Mélenchon aussi d'ailleurs. Ils sont verts à l'extérieur,
mais ils sont totalement rouges à l'intérieur. Et j'aimerais quand même redire une chose qui est quand même hallucinant, c'est qu'aujourd'hui, la ministre, et moi vraiment c'est ça qui moi me préoccupe et qui me fait peur, la ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, aujourd'hui, c'est la leader des Verts allemands. Et elle se bat aujourd'hui, elle a accepté, elle porte l'idée que l'Allemagne participe à l'armement des Ukrainiens pour résister à la Russie. Donc les Verts allemands ont une longue tradition de sérieux et d'esprit de gouvernance que n'ont pas les Verts français. Imaginez si demain Mélenchon devient Premier ministre et Julien Bayou ministre des Affaires européennes ou ministre des Affaires étrangères ou ministre de la Défense. Mais que va faire la France? J'ai écouté une interview de Jean-Luc Mélenchon, un replay d'une interview d'il y a une semaine. Il a refusé de répondre à la question, si vous êtes Premier ministre demain, qu'est-ce que vous allez faire? Vous stoppez les aides militaires de la France à l'Ukraine? Il a refusé de répondre. Il a refusé de répondre. Pourquoi il a refusé de répondre? Il a refusé de répondre parce qu'il veut certainement arrêter ces aides. Mais il n'a pas le courage de le dire. Donc si vous voulez, pour revenir au sondage qui a été dit, il y a deux oppositions maintenant. Il y a la droite nationale et il y a l'extrême gauche. Il y a les gauchistes. Il y a une clarification du jeu politique en France qui se fait aujourd'hui. Mais qui va être sur les extrêmes aujourd'hui. Voilà, on va y revenir. On va y parler dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio. À tout de suite. Les débats avec vous jusqu'à midi. Nous évoquions ce sondage et là. Jean-Luc Mélenchon à 37% incarne le mieux l'opposition devant Marine Le Pen 33% face à Emmanuel Macron. Alex Darmon, vous vouliez réagir à ce que disait Michel Taube sur cette opposition et puis sur l'alliance. Oui, on va parler de cette alliance. Qui peut s'étonner de ça? Qui peut s'étonner de cette alliance? On est en train de nous dire c'est un accord historique, mais enfin, revenez au mois de juin dernier pour les régionales à Paris. Qu'est-ce qu'ils avaient fait en Ile-de-France? Ils avaient fait cette alliance et avec les mêmes personnes d'ailleurs. Julien Bayou, Clémentine Autain. Alors c'était Audrey Pulvar au Parti socialiste. Absolument. Mais ils avaient déjà fait cette alliance, donc c'était la suite logique des choses. Maintenant, aujourd'hui, quand vous regardez cette alliance, quand vous dites que c'est la meilleure opposition, en fait, ils bénéficient d'une chose. C'est souvent, faut regarder les réseaux sociaux, c'est intéressant. Ils bénéficient de la tendance. La tendance, c'est quoi? C'est le hashtag que tout le monde utilise, NUP. Depuis dimanche, c'était Mélenchon Premier ministre au 1er mai, et depuis dimanche, c'est NUP. Ça y est, on a fait notre alliance, notre union populaire, nationale, union populaire, économique, solidaire. Bon, voilà. Donc, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont considérés comme la meilleure alliance. Mais attention, parce qu'au mois de juin, c'est encore dans un mois, s'ils gagnent pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer le lendemain? Parce qu'il y aura une alliance de tous les côtés. Ça sera vraiment le maximum. Comme en région Île-de-France au mois de juin. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Rien du tout. Ils n'ont pas fait alliance derrière. Ils n'ont pas constitué de groupe à la région. Ils sont chacun de leur côté. Donc c'est un éternel recommencement. Là, en fait, on a mis quelque chose. Et c'est bien joué de la part de Jean-Luc Mélenchon. On a mis une machine à la disposition de Jean-Luc Mélenchon en disant voilà, on va essayer de constituer une majorité pour essayer de faire en sorte qu'il soit Premier ministre. Mais on vous le dit dans les sous-titres, on vous dit quoi? On vous dit il y aura chacun qui aura son groupe, chacun aura son financement, chacun aura ses idées. Donc demain, en fait, vous aurez, s'il y a un parlement de gauche, séparés. Voilà, il y aura aussi un parlement de gauche. Ils voteront les 3 premières lois ensemble et puis après ils seront plus d'accord. Et qu'est-ce qui se passera? Ça sera voilà. En fait, c'est la victoire. Je vais vous dire, c'est la victoire des frondeurs de François Hollande. C'est la victoire des frondeurs de François Hollande qui a fait une alliance 5 ans plus tard, qui a enfin réussi à faire exploser le Parti socialiste. Et c'est dramatique parce que vous avez les figures du Parti socialiste qui s'en ont partis et qui ont donc explosé le Parti socialiste. C'est terminé. Et on parlait de Manuel Valls tout à l'heure dans les émissions à droite à gauche. Mais au final, qu'est-ce qu'on reproche à cet homme? D'être parti avant tout le monde? D'être parti avant tout le monde et d'avoir vu ça avant tout le monde. Donc aujourd'hui, d'avoir cerné déjà les bonnes divisions. Voilà, les divisions. Depuis 5 ans, ils répètent qu'il y a des gauches irréconciliables. Et c'est le simple exemple, c'est l'image des gauches irréconciliables. C'est terminé. C'est la clarification. Je vous évoquais Hollande, Ayrault, Le Foll, Cazeneuve qui dénoncent cet accord et Martine Aubry vient d'apporter son soutien à cet accord. Donc il y a des, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis d'accord avec les deux interventions qui viennent d'être faites. Je trouve que, sans être d'accord sur le fond du programme, il y a une véritable clarification politique. On est dans, je trouve, l'achèvement de ce processus qui a été entamé en 2017, où, au sein de même parti, à gauche, vous aviez M. Hamon et M. Valls qui cohabitaient ensemble. À droite, vous avez Mme Kosciusko-Morizet et M. Ciotti qui étaient ensemble. Bon, je trouve que c'est très bien aujourd'hui, en tout cas sur le plan du débat politique, d'avoir des vrais clivages qui sont en train de se reformer. Et donc, à ce titre, je trouve qu'il y a quelque chose de très positif dans cette alliance qui se fait à gauche, même si on pourra redire sur le fond, il y a énormément de désaccords sur des sujets essentiels qui existent. Maintenant, je trouve que
on nous vend aujourd'hui une tripartisation de la vie politique française. C'est assez vrai, mais il faut quand même nuancer ce constat. Parce que entre M. Mélenchon et Mme Le Pen, je trouve que sur des sujets essentiels, il y a des véritables ponts d'accord. Oui. Sur le plan économique, d'abord, on a deux variantes d'antilibéralisme. On a deux personnalités politiques qui partagent une matrice très opposée au libéralisme économique, qui veulent revenir à la planification, à un État-providence renforcé, à un État interventionniste. Et sur tous ces sujets, on a vu dans des propositions même des ressemblances entre les deux programmes. Ce qui est d'ailleurs assez surprenant, parce que vouloir de l'antilibéralisme dans le pays le plus fiscalisé au monde et avec le plus de dépenses publiques de l'OCDE, bon, je trouve ça assez curieux. Ensuite, sur le plan institutionnel, ils ont repris le discours des Gilets jaunes sur tout l'aspect plus de démocratie, qui pour le coup est, je trouve, quelque chose de salutaire. Et enfin, sur le plan de l'international, vous l'avez pointé, sur l'Ukraine, sur d'autres régimes autoritaires. On se souvient des déclarations de M. Mélenchon sur la Syrie, sur le régime de M. Poutine. Eh bien, on a deux bords politiques qui sont plutôt soumis à des régimes autoritaires. Et donc, après, il ne faudrait pas surjouer les différences. Voilà. Mais il y a des différences fondamentales sur l'immigration, sur la sécurité. Il ne s'agit pas de dire que ce sont les mêmes camps, mais qu'il y a des vrais points d'accord qui me semblent assez matriciels dans des programmes politiques. Yves Damécourt. Pour moi, cet accord, c'est d'abord un accord d'apothicaire. En fait, les petites formations politiques qui ont été défaites à la présidentielle par le jeu du vote unique qui lui-même a été généré par les sondages de la dernière semaine, qui ont fait que les gens de gauche ont voté Mélenchon plutôt que de voter Hidalgo ou voter Roussel, etc. En fait, aujourd'hui, ils veulent sauver leur peau pour les parlementaires de ces groupes, et puis ils veulent sauver leur caisse, parce que n'oubliez pas que le financement des partis politiques se joue au premier tour de l'élection législative, à raison de 1,42 € par bulletin de vote glissé dans l'urne. Et donc aujourd'hui, ces gens-là ont peur, ils veulent sauver leur caisse, et donc ils sont prêts à, comme disait Brassens, mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est un peu tout ce système des partis que je dénonçais tout à l'heure. Ils ne sont pas d'accord sur grand-chose. J'attends de voir sur une même estrade Aymeric Caron et Fabien Roussel pour parler de la consommation de viande. J'attends un débat sur le nucléaire et la souveraineté énergétique. J'attends un débat sur la souveraineté agricole entre Madame Rousseau et Monsieur Roussel. Enfin bon, tout ça est incroyable, quoi. Mais au-delà de ça, certains ne vont pas accepter ces accords localement. C'est aussi le débat qui se profile. Localement, ça va être incroyable. Moi, je suis d'un département qui est tenu par le Parti socialiste depuis toujours, qui a perdu quelques positions lors des dernières élections parce qu'il y a eu la vague Macron, mais je ne pense pas qu'il y aura la même vague Macron cette fois-ci, quoique grâce à Jean-Luc Mélenchon qui agite l'étendard de la France insoumise, à mon avis, ça va peut-être mobiliser sur un vote utile pour La République En Marche, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, les socialistes en Gironde, à qui on a enlevé, en gros, on leur laisse 2 circonscriptions sur 12, alors que quasiment les 3/4 des conseillers généraux sont socialistes et ils étaient tous prêts à se présenter aux élections législatives pour prendre leur revanche sur la dernière élection législative. Ouais. Mais c'est ça, il y aura de la dissidence, ça c'est sûr. C'est ça qu'on ne dit pas assez, c'est que c'est une victoire de la France insoumise. C'est une première victoire. On nous dit oui, c'est l'alliance, c'est le retour de la gauche plurielle. Mais c'est de la politique. Et je suis désolé, la France insoumise, d'abord, ils sont arrivés en tête aux élections présidentielles à gauche, donc c'est logique qu'ils gagnent. Mais ils ont fait un vrai tour de force. Un vrai tour de force. Non, c'est magistral ce qu'il a fait Jean-Luc Mélenchon. C'est pas une victoire, c'est une prise du pouvoir. C'est une prise de pouvoir. C'est une prise de pouvoir à gauche des insoumis. Parce que si ça se passe bien pour eux, alors évidemment, là, ils seront vraiment à la tour de contrôle de toutes les gauches extrêmes ou gauchistes. Mais même si ça se passe mal, ça va être dramatique pour leurs partenaires satellites qui auront absolument tout perdu. C'est-à-dire, ils auront perdu leur âme et ils n'auront eu aucun élu, ou presque pas. Donc non, je pense que c'est quand même un événement majeur qui se passe là. C'est-à-dire que même si au lendemain des législatives, au Parlement ou dans les oppositions, ils retrouvent leur division, je pense que c'est une
une prise de pouvoir par les insoumis. Il y a un autre homme politique qui n'a pas été totalement en désaccord avec ce qui se prépare, c'est Lionel Jospin. Ouais. Parce que le dernier, quand même, on a déjà connu l'union de la gauche. La dernière fois, c'était la gauche plurielle en 2002, avec en 97, pardon. Justement, ça s'est fini en 2002 et ça s'est très mal fini. Mais en 97, et d'ailleurs Martine Aubry en était une des égéries avec sa loi sur les 35 heures, dont Mélenchon a dit il y a 2 jours que c'était la grande loi depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. S'il y en avait une qu'il fallait retenir, c'était celle-ci. Lionel Jospin, il est plutôt un petit peu en sympathie avec cette union de la gauche. Mais le problème, c'est que ça va être la nouveauté. C'est que c'est plus les socialistes ou les sociodémocrates, ou on va dire une gauche de gouvernement qui en aura la maîtrise. Ce seront des ultra-gauchistes qui sont en rupture complète avec de nombreux sujets de fond qui sont les sujets majeurs. Sur l'agriculture, sur l'Europe, sur la monnaie. Là, l'espace médiatique est occupé effectivement par Jean-Luc Mélenchon. Après, comment ça va se traduire dans les urnes, c'est aussi une autre question. C'est la participation qui va être... La participation qui normalement est toujours très faible aux élections législatives. Surtout quand elle suit l'élection présidentielle, elle est à peine à 50% la participation en règle générale. Là, la participation va être un enjeu considérable. Au-delà de la campagne, il va falloir aller faire voter les gens. Oui, mais cette union des gauches peut donner un petit peu de peps à la participation. Je suis d'accord. Et cette participation, exactement. Si la participation monte, elle jouera en la faveur de Jean-Luc Mélenchon et de son alliance. C'est un peu ce que dit le sondage, je trouve. Mais maintenant, vous savez, c'est le début de la campagne. Et là, je pense qu'on est obligé, quand on parle de la campagne et qu'on parle de l'entrée en campagne, on est obligé de parler de la stratégie en face. Mais là, bien sûr, c'est ça, Emmanuel Macron, le président de la République, avec son bloc de LREM, il fait exactement la même chose que ce qu'il a fait pendant l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il attend, il temporise. Hier, il nous met une petite vidéo sur YouTube, je sais pas si vous l'avez vu, là, 5 ans à l'Élysée. Il nous met une petite vidéo, il fait une campagne digitale. Une longue vidéo. Non, mais une longue vidéo, ce que je veux dire, il fait sa propre petite série. C'est long. Et, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il fait, il y va tout doucement, progressivement. Il essaie de se construire son gouvernement. Et donc, en fait, quand on va vraiment rentrer en campagne, quand il va y avoir projet contre projet, quand Marine Le Pen aussi, qu'on n'entend pas beaucoup, va entrer en campagne. Voilà, elle est en vacances, va entrer en campagne. Ça va vraiment commencer à ce moment-là. Aujourd'hui, on spécule, mais on verra bien ce qui se passera au mois de juin. Voilà, on verra bien. Ouais, absolument. Ouais, mais quand même, malgré tout, je pense que c'est quand même un événement politique important. Dans la recomposition politique. Gauche. Les divisions à droite sont quand même... on retrouve la droite ou les droites les plus bêtes du monde, pour reprendre le titre d'un livre de Philippe Vasseur, qui, alors là c'est encore avant 97, qui était ancien ministre, je crois, de l'agriculture de Jacques Chirac, qui a quitté la vie politique. Mais voilà, on va avoir des droites totalement divisées, donc ils ont très très peu d'élus au Parlement. Ils en auront 10, 20, 30, 40, alors qu'avec cette union, ils n'auront pas la majorité absolue, je pense, mais ils auront 100 à 150 députés sous l'union des gauches. Et là, ça va quand même leur donner un dépend de l'abstention, d'une part, et puis ensuite, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un régime qui favorise le sortant de la présidentielle. Et à partir du moment où la France insoumise n'a pas réussi à passer le second tour, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à imaginer un raz-de-marée. De peu, c'est sûr, mais j'ai du mal à imaginer un raz-de-marée des insoumis à l'Assemblée, même s'ils restent minoritaires. On est dans un régime d'élection qui fait que le second tour va beaucoup peser dans les départages des sièges à l'Assemblée nationale. Ouais. Écoutez, je voulais vous faire entendre ce son ce matin que Gilles Gansman nous a proposé dans le zapping. Jean-Pierre Sueur qui dénonce cet accord. Écoutez ce qu'il dit des chiffres justement de ces potentiels sièges. De son côté, le sénateur Jean-Pierre Sueur n'est pas fondamentalement contre une union à gauche, mais il regrette que seules 70 circonscriptions reviennent au PS. Dans 507 circonscriptions, il n'y aura pas de candidat socialiste, contrairement à ce qui s'est passé depuis des décennies. Et je crois qu'il y a tout un électorat qui attend que les socialistes soient davantage présents. Même analyse de Carole Delga. La présidente PS de la région Occitanie n'exclut pas de soutenir des candidats qui ne sont pas prévus dans l'accord avec la France insoumise. Cet accord prévoit seulement 6 candidats en Occitanie. 6 pour 13 départements, c'est tout. 0 sur les 9 circonscriptions de l'Hérault. À Toulouse, où j'ai réalisé 68% des voix au régional, il n'y aura pas de candidat socialiste. Cet accord, je m'y oppose.
Ils sont très forts, effectivement, les socialistes. Donc, pas de candidat à Toulouse, 6 en Occitanie. Ça va peut-être pas se passer. Il va y avoir des dissidents. C'est pour cela que les Républicains à droite ont fait le choix de maintenir des candidatures, 577 candidatures dans toute la France, parce qu'ils se disent qu'ils ont des baronnies locales, ils ont des élus locaux qui sont assez implantés pour pouvoir, malgré la cuisante défaite de la présidentielle, pouvoir quand même avoir un groupe politique par eux-mêmes. Alors que là, les socialistes risquent de tout perdre sur tous les plans, c'est-à-dire perdre idéologiquement et avoir très peu d'élus avec cette alliance-là. Oui, mais Michel, les élus LR, c'est que le début. Il y en a plein qui vont courir chez Emmanuel Macron. Il faut être honnête, il y en a plein qui vont courir chez Emmanuel Macron. Il n'y a pas de place à prendre dans la Macronie. Je pense pas. Mais je pense pas qu'il y ait 30 il y aura forcément des accords. On parle de Nicolas Sarkozy qui, on le sait, est allé à l'Élysée. On parlait de François Baroin comme Premier ministre. Ce ne sera pas le cas puisqu'hier il soutient une candidate LR, mais directrice de la communication. Il faudrait qu'il quitte Barclays assez rapidement quand même. Pour pas être trop dans la compatibilité des rôles. C'était comme l'ancienne directrice de cabinet d'Emmanuel Valls qui voulait recruter, qui était chez Necfiti. Il aurait fallu qu'elle quitte Necfiti. Voilà. Ça, c'est la vie privée, la vie publique. Non, moi, ce que je trouve important à dire dans cette campagne électorale, c'est que la participation va être importante et les dissidences vont être très importantes. Quand vous parlez aux élus locaux d'Europe Écologie Les Verts, du Parti Socialiste, je peux vous promettre qu'ils disent oui, il faut faire l'accord, il faut être dans les plus rapides, dans les 2 premiers qui font l'accord pour avoir le plus de circonscriptions possible. Par contre, jamais je n'engagerai à voter pour des gens LFI. Et c'est là où l'accord est vraiment très fragile. Vous allez nous en parler on va continuer à en parler dans un instant. Je vous donne la parole, Yves Damécourt, dans un instant. À tout de suite. Et on est ensemble jusqu'à midi. On parle de cet accord PS, PCF, Écologie. Après l'accord avec LFI, y aura-t-il des dissidences à venir? Cet accord fragile, Yves Damécourt, vous partagez ce que disait Alex Darmon il y a un instant? En fait, si vous voulez, aux élections législatives, depuis que le calendrier a été inversé par Lionel Jospin, de mémoire, les Français, jusqu'ici, confirmaient le choix qu'ils avaient fait aux élections présidentielles. Mais ils le faisaient par le jeu des abstentions, en fait, des différents camps. C'est-à-dire qu'aux dernières élections de 2017, Emmanuel Macron a maintenu son électorat, c'est-à-dire que les gens qui avaient voté Emmanuel Macron sont venus voter pour les candidats de la République En Marche, que pour la plupart ils ne connaissaient pas d'ailleurs, parce que c'était des gens qui n'étaient pas implantés. Par contre, les autres formations politiques ont divisé par 2 leur électorat. Et en fait, c'est ça qui a fait que la majorité a basculé vers la République En Marche. Alors cette fois-ci, est-ce que ce sera pareil? Je ne sais pas, parce que Emmanuel Macron a un bilan. La dernière fois, c'était l'homme neuf, séducteur, etc., et qui attirait vers lui un certain nombre de suffrages, et les gens voulaient lui donner sa chance. Aujourd'hui, il a un bilan, il y a quand même 71% des Français qui disent ne pas apprécier, dans un sondage récent, la façon dont Emmanuel Macron exerce le pouvoir. Alors, Jean-Luc Mélenchon est très habile avec son discours en disant « maintenant je vise Matignon », parce qu'en fait, il réussit à mobiliser son camp. Et tout le travail qui est fait depuis quelques jours sur l'union de la gauche, qui correspond quand même à un rêve d'un certain nombre de gens de gauche, est très favorable à ça. L'union de la droite, par contre, est impossible. C'est-à-dire que, en fait, l'union de la gauche et de l'extrême gauche ne pose de problème à personne. Par contre, l'union de la droite et de l'extrême droite pose des problèmes à tout le monde. Voilà. Donc ça pose des problèmes. L'union de la gauche, vous voyez bien que ça va pas quand même de soi. C'est pas aussi simple que ça non plus. Ouais, enfin, faudrait regarder avec des spécialistes le nombre de réactions en masse de mots sur les réseaux sociaux, par exemple, et dans les médias, quand il y a union de la gauche ou quand il y a union de la droite, et à mon avis, on n'aura pas le même résultat. Pour le coup, je suis spécialiste, mais ça, c'est pas nouveau. Ça veut dire, en gros, que la gauche et la France Insoumise a préempté les réseaux sociaux, et vous le voyez d'ailleurs sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, Twitch et tout. Quand vous avez un Jean-Luc Mélenchon qui fait un discours sur Twitch dimanche, il fait des milliers de vues en direct et il prend des milliers d'abonnés. Quand vous avez Emmanuel Macron hier qui décide d'aller sur YouTube Live avec une première et qui fait une vidéo qui fait 5000 viewers en live et qui prend à peine 2000 abonnés, c'est que c'est pas la même stratégie, c'est pas la même culture. Voilà. Mais enfin, il a quand même eu... tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux ne vont pas autant voter. Mais c'est ce que je veux dire. Voilà, donc je dirais Emmanuel Macron, il a quand même fait 28% des voix au premier tour de l'élection présidentielle, avec un bilan quand même très très discutable. Non, je pense que la scission des droites, qui est donc apparemment définitive, va leur coûter très très cher. Ils vont se retrouver avec très très peu d'élus, et que donc la future assemblée va se jouer entre la Macronie, si celle-ci arrive
à exister politiquement dans ce troisième tour, parce que ce qui n'est pas encore fait, il y a des bruits de couloir qui disent qu'il va peut-être y avoir une alliance entre Horizon, En Marche et les autre partis satellites, on va dire. Mais s'il y a deux grandes alliances, la Macronie et la gauche gauchiste, on va dire ça, woke, islamo-gauchiste, anti-européenne, anti-mondialisation. Alors qu'est-ce que je pourrais rajouter comme adjectif? Là, il va y avoir un vrai choix pour les Français. Et je pense que peut-être que ça va redonner des couleurs à cette élection législative, faire augmenter un peu la participation et avoir de très très beaux duels. Je pense pas que Mélenchon arrivera à atteindre la majorité absolue qui lui faudrait 289 élus. C'est quand même à mon avis très difficile, mais il risque d'avoir deux très forts groupes parlementaires puisqu'ils ont accepté que chacun aurait son groupe parlementaire. Absolument. Je veux dire que chacun est indépendant. Oui. Non, je trouve qu'il y a un point très intéressant, c'est justement le fait qu'une des vertus de cette tripartisation de la vie politique va recréer du débat, des vraies lignes de démarcation entre, au centre, disons, le bloc des sociaux-démocrates de gauche et de droite, c'est-à-dire ceux qui disent le capitalisme c'est bien mais pas trop, l'État-providence c'est bien mais pas trop, la régulation un peu mais pas trop. Un bloc de droite nationale qui, à la fois un programme sur le plan économique qui est très en faveur des classes ouvrières, mais en même temps un positionnement sur les sujets identitaires et de sécurité qui les place à droite, puis un bloc de gauche radicale. Et cet ensemble-là, alors, a le désavantage qu'en fait, on va un petit peu avoir le choix entre un centre mou et les extrêmes, et ça, je trouve que ça n'est pas bon pour un peu de nuance dans le débat, un peu de choix aussi. En revanche, c'est très bien dans le sens où on va enfin retrouver du débat idéologique, des visions de fond qui s'opposent frontalement, et je crois que c'est ce qui a manqué, c'est ce qui démobilise aussi. Il y a eu quand même des débats, il y a eu quand même beaucoup de débats. Enfin, on a reproché l'absence de débat, mais il y a quand même eu des opinions et des traits très marqués. On est dans l'aboutissement de ce processus de recomposition politique. De recomposition. Moi ça m'amuse toujours quand on dit il va y avoir une redéfinition des partis, des idées politiques. Enfin, Macron, il est de droite. Éric Zemmour, Marine Le Pen, ils sont d'extrême droite. Voilà. Et Jean-Luc Mélenchon, il est de gauche avec ses alliés d'extrême gauche. Voilà. Donc il n'y a pas de redéfinition d'un parti politique. On a des pôles qui se reforment. Mais Macron n'est absolument pas, Emmanuel Macron n'est absolument pas du centre. Il est de droite. Enfin, faut le dire. Il y a un moment donné, il fait une politique de droite. Et quand Éric Zemmour et Marine Le Pen font une politique de réforme de l'État, en matière de fonction publique, je n'ai pas vu beaucoup de réformes dites de droite. C'est-à-dire ce qui a été reproché par Valérie Pécresse. Il réalise la prophétie de Valéry Giscard d'Estaing. Qui avait voulu créer ce grand centre droit. Il a écrit des livres et des livres. Et vraiment, c'était, je crois, son objectif. Et on demande toujours de qui s'inspire Macron. Il parle jamais de Giscard. Oui, c'est vrai. Mais à mon avis, c'est lui qui l'a le plus inspiré. Et là, il est. Mais je suis d'accord avec vous. Tout le bilan de son quinquennat montre qu'il a mené une politique de droite palote, on va dire, et pas une politique de gauche. Il n'y a que dans les 15 derniers jours de la campagne qu'il a voulu donner illusion de faire une politique de gauche. Oui, mais là, on voit qu'il va y avoir aussi une recomposition auprès d'Emmanuel Macron. On annonce une conférence de presse pour annoncer les candidats Horizon, LREM et Modem. Il a besoin d'Édouard Philippe. Il a besoin d'Édouard Philippe, Il a besoin d'Édouard Philippe. Et moi, je suis curieux de savoir maintenant ce qui va se passer, franchement, à gauche, chez François Hollande, chez Bernard Cazeneuve, chez Stéphane Le Foll, qui dit qu'il est... Ça n'a pas tellement d'importance. Ils n'ont plus beaucoup d'écho. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord. Quand vous voyez Martine Aubry qui soutient cette coalition, moi je pense que véritablement Cazeneuve, Hollande et les autres, c'est des mammouths. Voilà, c'était des éléphants. Maintenant, ce sont des mammouths. Ils ont plus beaucoup d'impact. Parce qu'il y a quand même, quand on voit les sondages, il y a un tiers des électeurs qui se disent de gauche en tout cas, qui déclarent avoir voté pour Emmanuel Macron. Ce qui ne veut pas dire que ça a été un vote d'adhésion, mais qu'il existe, je crois, en France, une gauche dite blairiste, qui, encore une fois, est cette gauche social-démocrate, qui a été incarnée par Cazeneuve, Hollande, etc., et qui, justement, serait capable de rejoindre le bord d'Emmanuel Macron. Et donc, la question, c'est de savoir, est-ce qu'ils vont sauter le pas? Est-ce qu'ils vont assumer de dire que, sur le fond du fond politique, ils sont d'accord avec beaucoup du programme, ou alors est-ce qu'ils vont être dans une forme de micro-parti? Il y a quand même un gros rejet d'Emmanuel Macron. Vous me faites penser au chanteur Renaud,
qui vient d'annoncer la sortie d'un nouvel album et qui dit j'ai voté Macron en me pinçant le nez. Je vois pas Renaud revoter une deuxième fois pour la Macronie aux prochaines élections législatives. Si tant est qu'il aille voter à son Désolé, Michel, il y a quand même une différence à gauche, c'est que vous pouvez pas dire qu'ils ont plus de poids. Les gens de gauche, de cette gauche-là, sont européens. Et là, il va y avoir un vrai clivage à un moment donné. Parce que dans les textes même, il y a écrit désobéissance civile dans les textes de la France Insoumise au traité européen. Vous allez avoir à un moment donné un vrai clivage, un vrai affrontement. C'est pour ça qu'ils ont une vraie audience. C'est ce qui explique les dissidents. Quand on voit les déclarations d'Olivier Faure. Valérie, vous citiez une auditrice qui disait que justement les socialistes bontins de Paris pensent plus à l'Europe, alors que nous, électeurs de base socialistes, ce qu'on veut, c'est faire le ménage. Je suis pas sûr que ça va se passer. Vous avez qu'une idée, vous parlez des politiques, mais en oubliant les électeurs socialistes, comme si cela allait de soi, qu'ils refusent cette nouvelle offre politique, en oubliant la colère qui monte contre l'Europe et les petits arrangements avec les macronistes. C'est ce que disait notre auditeur. Il vous reproche d'être trop anti-Mélenchon. Ça, c'est tout le monde sur le plateau. Mais la parole est libre et bien évidemment, on vous accueille sur l'antenne de Sud Radio. Pour moi, Mélenchon, ce sera le Tsipras français. S'il arrive au pouvoir, je ne lui donne pas un an pour avaler toutes les couleuvres qu'il a voulu faire passer et changer complètement de camp dans l'intérêt de la France. Allez, très bonne journée sur Sud Radio, à demain.